Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Thomas Brezard sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, le directeur général Perma Entreprise de Norcis, coprésident de Bilab France. Il viendra nous parler de ce concept Perma Entreprise au cœur de la stratégie du groupe. Mais d'abord, on va découvrir dans une minute comment purifier l'eau grâce aux UV avec Laurent-Emmanuel Mijon, le président de BioUV Group. Notre débat, il portera sur le recyclage plastique, comment le rendre plus efficace alors que le taux est inférieur à 30% en France. On est bien loin des objectifs européens. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Santafou. C'est une appli de livraison de courses engagée auprès des agriculteurs. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact tout de suite. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, Laurent-Emmanuel Mijon. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de BioUV Group. C'est quoi BioUV Group? Racontez-moi. Bonjour Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. BioUV Group, c'est une société qui vient de fêter ses 25 ans et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation de systèmes et de solutions innovantes de désinfection de l'eau par technologie naturelle, donc de l'UV, de l'ozone et l'électrolyse de sel, pour répondre à des enjeux majeurs que représente le traitement de l'eau au niveau international, notamment pour pouvoir approcher des problématiques sanitaires, économiques et environnementales. Et on va d'ailleurs détailler à la fois vos solutions et puis ces enjeux autour de l'eau, notamment les plans eau. Il y a un plan eau qui est en cours en France. Il y a eu celui qui a été adopté aussi par la Commission européenne, c'était au mois de juin dernier, une stratégie de résilience de l'eau. Il y a une mesure phare, peut-être un peu floue, la volonté affichée d'améliorer l'utilisation de l'eau de 10% d'ici 2030. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Une prise de conscience des pouvoirs publics suffisante, tardive? Comment vous l'évaluez? Alors, aujourd'hui, après 2 ans de lancement de ce plan eau, il y avait 3 axes, de la sobriété, de la disponibilité et puis améliorer la qualité, notamment avec 2 éléments qui nous concernaient, c'est-à-dire, un, ramener la part de la réutilisation des eaux usées autour de 10%, alors qu'aujourd'hui, enfin en 2023, on était autour de 1%. Nous, ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté, mais c'est compliqué de pouvoir s'assurer que la mise en œuvre nous impacte au quotidien. Pourquoi? D'abord parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau est plutôt facilité en France et peu coûteux. Donc on est moins dans une situation compliquée que des territoires comme Israël, l'Espagne ou l'Italie, où le prix du mètre cube est beaucoup plus élevé que le nôtre. Le deuxième, c'est que les éléments administratifs sont quand même assez complexes. Pour ce qui nous concerne, donc tout ce qui est lié à la réutilisation des eaux usées traitées, on a des solutions qui sont faites pour ça. Aujourd'hui, le coût du traitement administratif fait que c'est quasiment le double du coût de notre solution. Globalement, nous, on propose des solutions qu'on appelle donc des cubis qui permettent de traiter en gros 5 mètres cubes heure de réutilisation pour différentes applications. Si vous voulez irriguer vos terrains de sport dans une mairie, si vous voulez traiter la voirie, si vous voulez faire de l'hydrocurage à l'intérieur de vos canalisations. Donc éviter d'utiliser de l'eau potable et donc de le faire avec de l'eau qui est réutilisée. Ces solutions chez nous coûtent entre 25 et 30 000 euros. Si vous devez rajouter les frais de dossier, les frais administratifs, vous perdez 6 mois à 1 an et vous doublez le coût de notre solution. Comment Donc c'est possible ça? aujourd'hui, Pardon de les vous avancées sont interrompre. plutôt... Pardon. Ce traitement administratif, c'est quoi? C'est le, le génie français pour la paperasse? Enfin, j'essaye de comprendre comment ça peut doubler le coût d'un projet. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de prouver que nos solutions sont efficaces. Ouais. Et pour pouvoir prouver ça, il faut faire des tests, il faut faire des essais qui font que pendant cette période-là, et ça dure au moins 6 mois, vous ne pouvez pas utiliser l'eau que vous pensiez pouvoir réutiliser. Donc il faut, un, prouver que vos solutions fonctionnent. Deux, il faut que vous puissiez venir avec un dossier qui montre auprès des administrations que la solution que vous proposez est une solution qui amènera des bénéfices. Et donc, pour ça, il faut que vous fassiez appel à des cabinets spécialisés pour pouvoir présenter aux administrations le bénéfice de vos solutions. Et ce traitement de ces dossiers, en fait, coûte assez cher. Donc, entre les tests, les 6 mois où vous ne pouvez pas utiliser vos solutions et les cabinets qui vous aident à présenter vos solutions,
on parle de 30 000 € de plus. D'accord. Est-ce que, alors, on est inégaux en France hein, face à ces enjeux de sécheresse et donc de réutilisation des eaux usées. Est-ce que dans toute la partie Pyrénées-Orientales, qui est sans doute le département français le plus sinistré en la matière, il y a quand même une prise de conscience différente, une accélération des dossiers et c'est plus facile pour vous d'agir? C'est vrai, Thomas, la nécessité fait loi. Quand Hmm. vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas les pomper dans les nappes phréatiques, vous ne pouvez pas faire autre chose que de réutiliser l'eau. Et c'est le cas des Pyrénées orientales, euh, pour lesquelles nous, on participe, puisqu'on a gagné quelques projets, notamment du côté de Saint-Cyprien, où en fait, on récupère des eaux qui sortent des stations municipales et elles sont réutilisées pour diverses applications. Mais des Pyrénées orientales, alors je pense qu'on peut considérer que c'est plutôt un bien, il n'y en a pas beaucoup en France. Mais ça viendra petit à petit et donc on pense que les besoins existent. La réutilisation des eaux usées est une vraie solution. Il faut peut-être, faire que les simplifications administratives soient encore, plus importantes que ce que l'on peut voir, aujourd'hui. Mais le principe est là, la dynamique est là, c'est juste un peu plus long que ce qu'on nous a dit en 2023. Alors, vous expliquez tout à l'heure, vous êtes en quelque sorte obligé de montrer patte blanche, de faire la preuve de l'efficacité de vos solutions. Je vais poser des questions très basiques, mais comment ça marche par exemple, quand on utilise les ultraviolets pour désinfecter de l'eau? C'est quoi le système? Alors en fait, le système est très simple, hein. En fait, on réutilise le schéma qui existe déjà dans la nature, c'est-à-dire les ultraviolets C, c'est une longueur d'onde spécifique Mhm. qui vient du soleil et on reprend ce schéma-là. À l'intérieur de l'eau, en fait, on détruit l'ADN ou l'ARN des cellules qu'on n'a pas envie de revoir dans l'eau, c'est-à-dire principalement les virus, les bactéries. Et plus on met une puissance forte, plus on les détruit. Et c'est là où le génie français est assez important, c'est qu'on met des contraintes très fortes en fonction des applications et des usages que vous pourriez avoir en termes de réutilisation. Ce qui fait que de temps en temps, on se retrouve avec un niveau de qualité d'eau de réutilisation qui est quasiment le même que de l'eau potable. Donc pour remplacer l'eau potable, on nous demande de faire des niveaux de reuse qui est le même que de l'eau potable. Oui, donc on est dans une forme d'absurdité, alors que on peut rappeler les usages, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais s'il s'agit de nettoyer la voirie, il n'y a pas besoin d'avoir une eau ultra pure, si je comprends bien. Oui, mais on dit qu'il y a un principe de précaution et que la personne qui va nettoyer la voirie, il faut éviter qu'il puisse éventuellement avoir des rétro-olfactions d'éventuellement de virus ou de bactéries. C'est ce principe de précaution qui est très très important en France et qui s'applique aussi dans la réutilisation des eaux usées et qui aujourd'hui est contraignant parce que vous avez raison Thomas, on pense qu'il y a des usages qui ne nécessitent pas les contraintes qui nous sont imposées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres usages qu'on pourrait autoriser en France et qui ne le sont pas et qui le sont, vous citiez Israël, l'Espagne ou l'Italie? Alors, ces territoires-là utilisent en fait la réutilisation dans quasiment tous les domaines, Oui. notamment la partie industrielle, qui consomme aussi une partie de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les eaux de process. Aujourd'hui, on démarre plutôt bien, on travaille avec un certain nombre de partenaires, à la fois sur la qualité des eaux qui rentrent, sur les eaux de process et la réutilisation de ces eaux de process. Il y a une validation qui a été faite pour que ces eaux de process puissent être réutilisées dans l'agroalimentaire, notamment dans les gros territoires que sont l'ouest de la France. Donc ça progresse. Sur ces aspects industriels, il faut quand même pas oublier aussi qu'au niveau municipal, il y a des élections, que la situation économique est pas très florissante en France, et donc ça aide pas non plus à investir. Donc aujourd'hui, on sent un plus fort dynamisme au niveau des industries pour pouvoir utiliser ces eaux industrielles, les réutiliser, qu'au niveau municipal ou institutionnel. Donc oui, il y a encore un grand chemin à faire, mais il y a une vraie prise de conscience parce que les industriels s'aperçoivent qu'ils peuvent réduire l'impact sur l'environnement. Et puis surtout, il y a un bénéfice économique. C'est que plus ça va, plus l'eau coûte cher, et plus elle va coûter cher, plus l'intérêt de la reuse va être fort. Alors on voit ce titre, les ultraviolets, une solution écologique. Si on compare, c'est quoi sinon? C'est du chlore, des traitements chlorés. En quoi votre solution elle est plus écologique que les autres? Alors effectivement, elle évite de mettre des produits chimiques à l'intérieur de l'eau. Les autres, donc c'est ça le principal bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de chimie, ce sont des solutions naturelles. On peut voir aussi d'autres solutions. Nous, on a dans notre portefeuille une filiale qui est en Écosse, qui traite avec de l'ozone, l'ozone aussi étant une solution naturelle. On peut avoir aussi des traitements membranaires et souvent ce qui se passe, c'est qu'on ajoute ou on cumule les différentes solutions.
on met un système membranaire ou un filtre, et puis derrière, on met de l'UV, et puis on peut mettre de l'ozone. Donc, c'est le cumul de ces solutions. Et nous, chez BioUV, on est capable de fournir des solutions qui n'utilisent pas de chimie, le chlore étant la principale solution utilisée dans les piscines publiques, dans les piscines privées, dans le traitement des eaux potables et dans beaucoup de process. Est-ce qu'il faut encore beaucoup innover ou est-ce que les solutions technologiques, là, elles existent très clairement pour passer à l'échelle en matière de réutilisation en France? Alors, les solutions technologiques existent. Ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut éviter d'avoir un impact trop fort, notamment sur la consommation énergétique. Comment on peut réduire notre impact et trouver des solutions qui soient sobres aussi d'un point de vue consommation énergétique. De l'innovation, il y en a tout le temps. On a une thématique qui est assez forte en ce moment sur le traitement des eaux potables qui s'appelle les PFAS, donc ce qu'on appelle les polluants émergents éternels. Et là aussi, on est en train de regarder, par exemple, pour l'UV, comment on peut utiliser cette solution pour pouvoir avoir un impact sur la destruction des PFAS. Aujourd'hui, c'est plutôt des filtres à charbon, plus des membranes. Mais de l'innovation, on en a toujours parce que on pense qu'on peut être efficace et ça marche et on est efficace, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la capacité sur la durée de vie de nos solutions à avoir un impact le plus faible possible et notamment la consommation énergétique. Un dernier mot sur alors c'est pas exactement votre domaine, mais sur le gâchis de l'eau. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans notre pays là, dans ce domaine? Alors, effectivement, on s'aperçoit, je crois que de mémoire, c'est à peu près une trentaine de pourcents dans les réseaux qui est perdu. Et donc ça, c'est un vrai gâchis. On voit des territoires où on met en place des systèmes qui permettent de pouvoir identifier très rapidement les fuites. Alors, je sais que des gens comme Veolia, SOR travaillent là-dessus, mais on voit dans des territoires qui sont un peu loin de chez nous, en Espagne ou même au Danemark, la mise en place de capteurs et donc de solutions intelligentes qui permettent très rapidement de pouvoir réagir et d'identifier les problématiques et les fuites les plus significatives. Donc, la connectivité, la mise en place de ce qu'on appelle l'Internet des objets, des applications plus précises, tout ça effectivement devrait nous permettre de réduire très rapidement ce taux qui est très important et trop important, parce que la sobriété commence par la non-consommation, ou en tout cas d'éviter toutes ces pertes. Merci beaucoup, Laurent Emmanuel Mijon, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle du recyclage des plastiques et du retard français en la matière. Le recyclage des plastiques au menu du débat de ce Smart Impact avec Clémence de Pomereau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes partenaire associé chez eCube. David Sorin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur général chez Taranis Carbon Venture. On va prendre quelques minutes pour présenter vos entreprises. eCube, en quelques mots. Alors eCube, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est dédié aux enjeux de l'énergie et de l'environnement. Ouais. Donc on accompagne les acteurs de ce secteur dans leurs enjeux stratégiques et marchés, ou les acteurs consommateurs qui ont des problématiques de décarbonation. Et Taranis Carbon Venture? Alors, Taranis Carbon Venture, c'est un fonds de capital risque, Ouais. donc qui investit dans des startups, des startups industrielles qui essaient d'apporter des solutions à la décarbonation et au recyclage des plastiques. Alors justement, on va parler de ce recyclage des plastiques avec un constat d'abord, qui est le constat du retard français. Moins de 30% de plastique recyclé en France aujourd'hui. Et on rappelle que l'objectif européen, c'est 55% d'ici 2030. 2030, c'est là, hein. C'est demain. Même question à tous les deux. Comment vous l'expliquez, ce retard français, Clémence? Alors c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que la France est en retard par rapport à d'autres pays européens ? On ne va pas le mettre directement sur des sujets technologiques. Il y a des sujets plutôt à l'amont de la chaîne de valeur. Typiquement, il y a certains pays, beaucoup de pays qui mettent en place la tarification incitative pour inciter les foyers à réduire leur volume de déchets déjà, ce que la France a du mal à faire. Et puis, dans les démarches de tri et de collecte, il faut aller chercher les déchets plastiques déjà qu'on sait recycler, qu'on sait bien recycler, parce qu'il y en a. Et donc, il y a des méthodologies comme la consigne qui permettent d'aller capter ces plastiques qui sont encore peu déployés en France, alors que les champions européens ont assez massivement mis en place ce type de solution. On va détailler avec vous un certain nombre de freins qu'on pourrait ou qu'on espère voir lever dans les prochaines années, dans les prochains mois. Votre avis, vous nous parlerez beaucoup de start-up tout à l'heure, mais sur ce retard français, comment vous l'analysez, vous? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut être aussi pessimiste que ça. Nous, on a une vision un peu globale du marché. On n'investit pas qu'en France. Et
vu du reste du monde, l'Europe est quand même une géographie qui est en avance. Oui. Et sur des sujets comme le textile, c'est beaucoup de plastique. La France est vue vraiment comme une pionnière sur les mécanismes qui sont mis en place pour accélérer le développement d'une Mais filière. ça veut de dire que les recyclage. objectifs européens, ils sont trop ambitieux par rapport à la situation et à la réalité du marché? D'une manière générale, les objectifs européens, que ce soit en décarbonation ou en recyclage plastique, sont toujours beaucoup trop ambitieux. Je ne sais pas s'il faut s'en désoler, parce que c'est quand même la direction. Oui. Mais si on regarde le niveau d'avancement par rapport au reste du monde, par rapport à l'Asie, par rapport aux États-Unis, je pense que l'Europe continue quand même à montrer le chemin. Ouais. Alors, si on doit parler des freins à lever, est-ce qu'il y a une forme d'industrialisation de la collecte, du traitement qui est encore un peu trop embryonnaire, d'après vous? Alors, sur la collecte et traitement, certainement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. Après, c'est vrai que dans les freins techniques, on va assez vite aller sur les sujets de recyclage, puisque, en fait, la France peut combler un retard par rapport aux autres pays européens, mais même ces pays-là, ils vont finir par stagner d'un point de vue taux de recyclage atteint si on n'améliore pas un certain nombre de technologies autour du recyclage. Et c'est là qu'intervient le recyclage chimique comme une solution prometteuse, mais sur lequel il reste des défis techniques à relever. Alors, si on prend quelques exemples, il y en a plein. Hein. Si je parle recyclage du textile, par exemple, vous avez un exemple de start-up que vous accompagnez aujourd'hui? Oui, alors j'ai un très bon exemple, puisque c'est un projet qui a été sélectionné dans le cadre de Choose France. Donc, c'est vraiment un projet important d'une start-up américaine dont le projet de première usine est en France, dans la région Grand Est, à Saint-Avold. Donc, c'est une technologie qui va permettre de prendre des textiles qui sont composés de mélanges de coton et de polyester, de les séparer et de les décomposer en des produits qui permettent de refaire des fibres vierges. Et c'est un projet très important. C'est un projet d'investissement de 450 millions d'euros, 200 emplois, 70 000 tonnes, qui reste à financer. Donc maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de convaincre les clients de s'engager sur des volumes, sur des prix, et de trouver le financement pour cette usine. Pourquoi ils sont complexes à financer, ces projets? Parce que là, on a des solutions, on se dit, ça peut être par exemple, on prend un cliché, un game changer, donc on se dit, pourquoi c'est complexe à financer? Alors, c'est complexe à financer parce que la manière dont se finance un projet à plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui, ça n'est pas en levant de l'argent auprès de gens qui font du capital risque comme nous. On va aller chercher de la dette. Donc, il faut convaincre des gens de prêter de la dette, et ces gens-là sont très averses au risque. Donc, ils vont attendre à ce que, quand on construit une usine de 70 000 tonnes, on est déjà pour 70 000 tonnes de clients qui s'engagent plusieurs années à l'avance, avec encore des primes de prix importantes. Et aujourd'hui, on est dans un environnement macroéconomique qui est très difficile. L'univers de la chimie est en grande difficulté dans le monde entier, avec des grandes surcapacités en Chine. Donc c'est un peu le pire moment, en fait, pour demander aux gens de s'engager, pour demander aux gens de mobiliser du capital à risque. Donc on y travaille. Cette start-up s'appelle Circ, il travaille d'arrache-pied, mais il y a quand même une montagne assez importante qui est devant nous. Ouais. Est-ce que dans les freins que vous identifiez, il y a une question de marché, de coût, d'enjeux économiques autour de ce que coûte le recyclage, l'accès à la matière première, en quelque sorte, quoi? Alors oui, il y a un enjeu de coût qui est important. David évoquait des primes importantes. Ouais. Donc typiquement, quand on demande à un consommateur de s'engager pour acheter de la matière recyclée qui vaut jusqu'à 2 fois plus cher que la matière vierge, forcément, ça pose un problème. Et pour réussir à gagner en compétitivité, la filière et même les filières, parce qu'on parle de technologies et de marchés finaux différents, doivent progresser technologiquement. Elles doivent faire des gains en effet d'échelle, donc pouvoir financer des usines plus importantes. Elles doivent réduire leur consommation d'énergie. Il y a beaucoup de filières dans ce domaine qui ont des enjeux de grosse consommation d'énergie, ce qui pose des enjeux économiques, aussi des enjeux environnementaux indispensables. Donc voilà, et pour pouvoir faire tout ça, on est sur ce cercle qui peut être vicieux et qui doit devenir vertueux, de réussir à financer pour faire ces gains techniques et technologiques, pour pouvoir convaincre davantage de consommateurs de s'engager sur des prix moins chers, etc. Effectivement, inverser le cercle en quelque sorte. Il y a un autre exemple de plastique qui deviennent de l'huile. Alors, je veux bien que vous me racontiez cette histoire. C'est quelle start-up?
Alors, il y a en réalité Il y en a plusieurs. beaucoup de startups qui Ouais. essaient de faire ça, puisqu'il y a aujourd'hui un contexte réglementaire qui contraint les acteurs, notamment du packaging, à intégrer une certaine fraction de packaging recyclé. Ouais. Les packaging, ils sont faits beaucoup à partir d'éthylène, qui sont des produits sortis de raffineries, qui sont ensuite craqués, etc. Donc là, l'idée, c'est de prendre des plastiques, de les redécomposer dans des molécules élémentaires qui sont un peu équivalents, pour faire très très simple, à du pétrole, et les remettre dans une chaîne qui existe complètement. Donc il y a beaucoup de startups qui ont essayé de faire ça. C'est une idée qui paraît très simple, qui est très 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 difficile à exécuter. Donc nous, on a fait un certain nombre d'investissements. Je pense que c'est un domaine qu'on connaît très bien. Et on a notamment fait un investissement dans une startup qui prend le sujet un petit peu différemment. Au lieu de construire des grandes usines, c'est des toutes petites usines qui peuvent être déployées très proches des gisements de plastique. Donc on est en train de démarrer la première de ces usines, et si elle est validée... C'est où dans le monde ou en Alors Europe? c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, d'accord. C'est aux États-Unis. Mais au lieu d'investir des centaines de millions, on investit 5 millions pour faire ça. Donc c'est beaucoup plus facile à financer. Et si on finance ça, derrière, on a des promesses d'achat de machines par dizaines. Donc on pense qu'il y a des chemins vers le déploiement et vers le fait de commencer à produire à grande échelle. Est-ce que le financement sur le marché américain est plus simple aujourd'hui sur ces projets à valeur environnementale que sur le marché européen? Parce qu'il y a eu l'Inflation Reduction Act voté par l'administration Biden, qui a un peu fonctionné comme un aspirateur à projet, en partie remis en cause par l'administration Trump. Est-ce que vous voyez les effets de ça ou pas du tout, en fait? Pas tellement, parce que sur la question du plastique, en Ouais. fait, l'Inflation Reduction Act disait rien. C'était vraiment tourné vers la question des émissions de gaz à effet de serre. Donc le contexte n'est pas meilleur sur le recyclage du plastique. Et sur la volonté des investisseurs en général à investir, il n'est pas meilleur tout court. D'ailleurs, on est l'investisseur principal dans cette société américaine. D'ailleurs, dans toutes les sociétés américaines dans lesquelles on a investi, ce qui prouve bien qu'elles ont aussi besoin d'aller chercher du capital ailleurs. Vous parliez de la question réglementaire. Est-ce qu'il y a aussi un frein réglementaire aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'une simplification faciliterait le passage à l'échelle du recyclage des plastiques? Parce qu'on peut aussi dire que la loi a permis d'accélérer, un certain nombre de lois ont permis d'accélérer ou d'inciter le secteur à bouger. Non, tout à fait. En tout cas, sur l'aspect réglementaire, le volet qui impose des obligations d'incorporation de matières recyclées, c'est un volet qui est très vertueux, qui aujourd'hui est mis en place sur les polyoléfines, donc les emballages dont parlait David, qui pourrait demain s'appliquer sur d'autres filières, type le textile, pour accompagner les choses. Ensuite, c'est sûr que d'un point de vue réglementaire, il y a une myriade d'obligations, de règles, de bonus-malus, etc., qui sont compliquées, mais bon, qui vont dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des plastiques non recyclables encore aujourd'hui, ou est-ce que finalement la technologie fait qu'on trouve des solutions pour tout? Ah non, il y a beaucoup de plastiques qu'on ne sait pas recycler à l'échelle, c'est-à-dire tels qu'on les trouve avec les contaminants qu'ils ont avec eux. Et j'ai envie de dire, même quand il existe des solutions de recyclage, ça ne veut pas dire qu'il y a des débouchés pour absorber la quantité de plastique qui seraient des candidats à être recyclés. Donc, l'ADEME, par exemple, essaie de promouvoir le développement d'une filière sur le PVC, avec, me semble, une certaine difficulté. Donc, les freins sont technologiques, sans doute, mais une fois que les technologies sont là, il faut aussi du temps, en fait, pour que les filières adoptent en masse, avec des surcoûts qui progressivement vont baisser. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, c'est sûr. Il y a un exemple concret, même dans une filière mature dont on parlait tout à l'heure, où on peut aujourd'hui plus facilement aller chercher des déchets post-industriels, donc des déchets qui sont propres, assez uniformes, parce qu'ils viennent du process industriel lui-même. Par contre, aller chercher le déchet généré par le consommateur final, donc avec davantage de mélange, etc., c'est beaucoup plus compliqué, à la fois d'un point de vue filière de collecte et de tri, mais aussi d'un point de vue technique, parce qu'il y a davantage de polluants. Est-ce qu'il y a une question de... Parce que ce que j'entends, c'est, par exemple, il y a des enjeux d'industrialisation, mais quand on dit industrialisation, on dit acceptabilité aussi. Est-ce que ça fait partie des freins ou des enjeux majeurs?
Oui, alors Parce que d'acceptabilité, c'est une usine d'implantation chimique, des c'est une usine usines. chimique Ouais. qu'on va installer et pas forcément à côté de chez moi, quoi. C'est le discours qu'on entend Oui, souvent. tout à fait. Bah, David a un exemple très concret. Ouais, c'est Ouais, vrai. non, mais j'ai deux bons exemples. D'abord, je Mm. me corrige, c'est le polystyrène que l'ADEME essaie Ouais. de développer. Mais nous, on a deux exemples. On a une usine, donc la société Circ Mhm. a regardé en France plusieurs sites, a fini par choisir Saint-Avold parce que l'Est est un territoire qui est très accueillant pour l'industrie. Ouais. Et le premier territoire, finalement, qu'ils envisageaient, ils ont rapidement réalisé qu'il n'y aurait pas le niveau de soutien local. Aux États-Unis, on a le même sujet avec les sociétés dont je parlais. En Californie, finalement, si on vient mettre même une toute petite usine qu'on ne verra pas, qui n'émet rien, etc., les gens sont très réticents à savoir qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas tellement dans leur jardin. Et c'est vraiment un sujet majeur, le sujet de l'acceptabilité. Je crois que le gouvernement avait évoqué le fait qu'on puisse avoir des procédures accélérées de consultation, mais la réalité, c'est que le citoyen a besoin de ce temps-là. On ne peut pas couper court. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de Smart Impact avec Thomas Brozard de Norcis. On va parler de perma-entreprise. C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec Thomas Brozard. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien. Bref, là vous êtes dans le rôle de l'interviewé, directeur perma-entreprise chez Norcis et coprésident de Bilab France qui représente le mouvement Bicorp en France. Je commence en donnant quelques chiffres clés de Norcis, date de création 94 par Sylvain Brozard, votre papa, environ 600 collaborateurs en 2024, chiffre d'affaires autour de 50 millions d'euros. Et cette idée de perma-entreprise, de quoi on parle ? C'est quoi une perma-entreprise ? On parle d'un modèle qu'on a imaginé chez Norcis après 20-25 ans de cheminement pour mettre l'entreprise au service d'un intérêt plus collectif que particulier. Ouais. Ce qu'on peut appeler la RSE, le développement durable, mettons-y ce qu'on veut. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est à créer les conditions pour qu'enfin, l'engagement sociétal rencontre la pérennité économique. Que les enjeux business se mettent au service des enjeux sociétaux et inversement. Parce que c'est ce qu'en fait toutes les entreprises, je pense, qui s'engagent sur cette voie-là cherchent à faire, mais souvent avec beaucoup de difficultés, parce que les deux ne se parlent pas suffisamment. Et on a trouvé dans la permaculture, qui est l'origine de ce modèle, des fondements qui nous ont semblé intéressants à creuser pour essayer d'identifier quelles seraient les nouvelles modalités. Je vais prendre un terme qui est lié à nos métiers, quel serait le nouveau logiciel pour faire fonctionner Norcis, qui nous permettrait de gagner en efficacité et faire en sorte que la pérennité des prochaines années, des prochaines décennies, espérons-le, de Norcis, se base sur le fait que ces métiers se rendent utiles pour l'intérêt le plus collectif possible, et on pourra prendre des exemples. On va prendre des exemples. Et si on est dans vos métiers, les services du numérique, en quoi votre stratégie, elle se différencie de celle de vos concurrents ? Avec cette idée, cette ambition de perma-entreprise. En bien des aspects, dans le modèle, on a 3 principes fondateurs qui ont une particularité, c'est qu'on les dit indissociables. Alors si je fais une comparaison avec les stratégies historiques type RSE, on parle People, Planet, Profit dans une recherche d'équilibre global. Là, en fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est un équilibre permanent. On ne peut plus dissocier ces dimensions, et je donnerai des illustrations ensuite. Prendre soin des humains, jusque-là, rien de très nouveau. Préserver la planète, non plus. Par contre, créer de la valeur en se fixant des limites, là, il y a un léger changement. Et c'est cette dernière partie qui fait que l'entreprise, désormais, est dans un équilibre beaucoup plus permanent. Alors, si je prends des exemples, et ce qui peut nous différencier de nos concurrents, prendre soin des humains, depuis un certain temps déjà, d'ailleurs, on offre à nos salariés 20 RTT. En plus. Donc, d'un point de vue économique, ça peut paraître un non-sens parce que quand on vend des prestations de services, donc du temps humain, c'est autant de jours hommes non facturés, ou jours femmes d'ailleurs pour être dans la parité, non facturés, donc du chiffre d'affaires en moins, du manque à gagner. Sauf que si je mets ça bout à bout avec d'autres dispositifs et que je regarde l'impact au final, on est dans Smart Impact, je pense qu'on s'y retrouve. Parce que là où la moyenne, je crois, nationale d'absentéisme au travail est autour de 15 jours par an par salarié, on est à moins de 3 jours chez Norcis. Parce que je pourrais illustrer aussi par le fait qu'on a des niveaux d'engagement dans le projet d'entreprise, de fierté d'appartenance, pour d'autres raisons aussi, de contribution au projet d'entreprise qui sont extrêmement importants. La fidélisation des salariés, ça rentre aussi dans l'équation, évidemment. Le turnover, on se situe entre 7 et 8% l'année dernière, contre un marché qui est historiquement plutôt autour de 25%. Donc, quand on propose à nos clients des prestations de services, on a des équipes beaucoup plus stables. Donc, en fait, si on regarde un peu plus largement les choses et qu'on essaie de trouver un équilibre permanent, je pense qu'on s'y retrouve. Et d'ailleurs, la stabilité du développement de Norcis, par exemple, sur les 5 dernières années, on est autour de 25% de croissance sur 5 ans.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on trouve une stabilité dans ce développement, aussi dans le développement des effectifs, pour garder le niveau de qualité d'accompagnement des individus pour rester sur le soin de l'humain. On pourra parler de la planète après. On va le faire après. Qui fait qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, les 5 dernières années, voilà, où on a eu un foisonnement d'instabilité, le Covid, des conflits géopolitiques, etc., nous restons stables. Et ça a une valeur énorme pour des cadres dirigeants, des actionnaires, comme on peut l'être au niveau de la famille vis-à-vis de Norcis, pour savoir où on veut aller pour la suite et créer les conditions de la pérennité à long terme. Prendre soin de la terre, c'est le deuxième pilier. Alors là aussi, je reste sur ma ligne. Je garde la même question. En quoi vous vous différenciez de vos concurrents ? Déjà, mesurer le bilan carbone depuis 2007. Effectivement, il n'y avait pas grand monde qui le faisait à l'époque. Et malheureusement encore trop peu aujourd'hui. Je regardais pour préparer l'émission, parce qu'on a dans les nouveaux standards de Bicorp, dont on parlera après, un axe fort là-dessus. Aujourd'hui en France, les entreprises de plus de 500 salariés sont légalement tenues, et aujourd'hui depuis 10 ans, de faire des bilans carbone. Et bien quand on regarde sur 7 ans, en gros entre 2015 et 2022, moins de la moitié d'entre elles l'ont fait. Sur 7 ans. Je ne parle même pas de le faire tous les ans. Donc on est très loin, y compris pour les entreprises qui sont sujettes à une loi là-dessus, de l'atteinte de l'objectif. Donc on n'applique pas la loi. On n'applique pas suffisamment la loi. Il n'y a pas de sanction. On pourrait parler du traitement des déchets. Enfin, dans bien des cas, les lois déjà mettent du temps à être faites, mais elles mettent du temps à être déployées. Et en fait, ça ne marche que si on y trouve une valeur derrière. Alors dans notre cas, puisqu'on mesure depuis 2007 au départ par conviction, aujourd'hui on a une maturité sur le sujet. Ça fait 15 ans. Résultat, par exemple, c'est que si je regarde les émissions de CO2 équivalent par tête, puisque c'est je trouve un ratio qui est intéressant à regarder, aujourd'hui on se situe autour de 1,3 tonnes. Le seul acteur du marché dont j'ai trouvé des données publiques qui ressemblent à ce que l'on fait, c'est plutôt 4 tonnes, 4 tonnes 5. Donc quand nos clients nous disent, tiens, quels sont vos engagements RSE et en quoi vous allez, vous en tant que partenaire, contribuer à notre propre stratégie RSE, je peux leur dire, avec nous, vous allez mettre 3 fois de... Donc ça vous ouvre des marchés. Alors ouvrir des marchés, c'est un grand mot. Ou c'est un élément, une case de plus que vous cochez quand vous vous présentez sur un appel d'offres. À niveau de compétences équivalent, à offre équivalente, il n'y aura plus débat. Parce que là-dessus, on sera meilleur. Et puis, mais comment vous y arrivez, si on rentre dans le détail, à ce niveau-là, niveau-là parce que depuis 15 ans, quand on mène des efforts de réduction, quand on travaille depuis 2015 sur le télétravail pour trouver des justes équilibres, réduire la mobilité qui, dans les activités de service, représente souvent un poste d'émission important, quand on travaille sur le bâtiment pour l'enveloppe thermique, éviter d'avoir trop de consommation d'énergie, quand on travaille à une communauté environnementale qui, depuis presque 10 ans, œuvre pour réduire les consommations, qu'on essaie de s'interdire l'avion pour des trajets de moins de 6 heures qui sont faisables en train. Voilà, la liste pourrait être longue. On arrive à ce résultat. Mais il est le fruit de 15 à 20 ans de réflexion et d'action sur le sujet. Ça, c'est pour le carbone. Maintenant, il y a d'autres sujets, notamment la préservation de la nature et du vivant, dont, qu'on le veuille ou non, on dépend. Et là, on a fait quelque chose d'assez intéressant récemment. Je crois qu'il y a une question dessus. Le fait d'avoir invité la nature au conseil d'administration. On va en parler dans un instant. Je prends le troisième pilier, et c'est celui sur lequel vous nous disiez tout à l'heure, finalement, on a une vraie différenciation, se fixer des limites. Alors là aussi, on est très concret depuis le début de ce grand entretien. Quelles limites et comment elles sont mises en œuvre ? Alors, créer de la valeur en se fixant des limites. Les deux sont indissociables. Bien sûr. Parce que, par exemple, pour se fixer des limites en matière de développement économique ou de rentabilité, encore faut-il en créer. Et en tant qu'entreprise, notre pérennité dépend beaucoup tout de même de notre capacité à être rentable dans le temps. Bien sûr. Et l'objectif, c'est de continuer d'avoir une entreprise qui a un impact positif, mais qui donc va l'avoir le plus longtemps possible. Et qui redistribue ses richesses pour l'intérêt collectif, mais aussi pour soutenir son développement, soutenir les attentes des salariés qui ont aussi envie d'avoir des niveaux de rémunération qui augmentent progressivement, le coût de la vie augmentant lui-même, etc. Et donc, très concrètement, ces limites, on peut les appliquer dans différents champs. On peut fixer des limites à certains types de pratiques managériales. On peut fixer des limites à des gouvernances qui sont trop verticales, pour prendre les modèles historiques. On peut fixer des limites à la quête absolue du profit ou du chiffre d'affaires, par exemple, en se disant qu'il y a certains types de projets sur lesquels on ne veut pas travailler parce que c'est pas aligné avec le projet de l'entreprise. Cette notion de limite, on peut fixer des limites au choix de mobilité dans certains contextes. Je prenais l'exemple de l'avion. Donc on peut l'appliquer à bien des égards. Là où je pourrais peut-être l'illustrer vraiment plus concrètement, c'est sur le modèle d'affaires et donc sur le développement économique, où ces dernières années, on a fait des choix qui ont été de ne pas faire certains projets, de ne pas travailler dans certains secteurs d'activité, alors que les opportunités se présentaient. Par exemple, sur des projets qui allaient trop instaurer des modèles de consommation très émetteurs de gaz à effet de serre.
Par exemple, aussi parce que il y avait un projet intéressant avec un fort potentiel économique, mais pour une entreprise dont le modèle fiscal suggérait très vivement qu'elle ne participait pas à l'effort collectif en France, ce qui pour nous n'est pas cohérent avec le modèle. Ou alors pour des raisons humaines aussi, voilà, ce genre de choses. Ouais. Mais en vous écoutant, je me dis, OK, il y a tous les efforts que vous faites, et à côté de ça, dans le secteur du numérique, il y a cette course effrénée à l'intelligence artificielle générative des États et des géants du secteur. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un peu vain ? Alors, parce que on peut y avoir 10, 15, 20 entreprises qui font comme vous, mais si à côté de ça, on continue de cavaler comme des poules sans tête vers l'IA générative pour tous, ça va être bien pire. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un point de vue sociétal, je suis très agacé de voir qu'on signe en grande pompe des contrats de dizaines de milliards de dollars pour installer des data centers en France. On ne sait même pas ce qu'on va foutre dedans. Je trouve que ça n'a aucun sens. Après, bon, ça, c'est pour le global. Pour ce qui est de Norcis, aujourd'hui, la valeur que l'on a en retour du modèle que l'on déploie, pour moi, est supérieure à l'intérêt de se dire, en fait, c'est 20, autant faire comme tout le monde. L'attente des salariés, quand on leur demande pourquoi vous êtes chez Norcis, quand on leur dit, tiens, dans le contexte économique actuel, est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment maintenir le cap ou pas ouvrir des nouveaux jeux pour continuer à croître, même si c'est au détriment de la vision et de l'alignement des valeurs ? Tous nous disent, je suis chez Norcis pour ça. Même certains nous disent, tous les ans, on me propose de quitter Norcis avec un meilleur salaire. Je ne partirai jamais. Certains ont même dit, puisqu'on a interrogé tous nos salariés sur le deuxième trimestre, et moi j'en ai vu une centaine en entretien qualitatif, j'ai été marqué par quelques personnes, pas tous, qui m'ont dit, par les temps qui courent, le contexte sociétal extrêmement anxiogène, ma sensibilité à la lutte contre le dérèglement climatique, on a l'impression de perdre la bataille, être chez Norcis, ça me redonne confiance en l'avenir. Voilà, on est engagé collectivement dans ce projet-là, on ne retournera pas en arrière. Donc sur l'IA, on ne peut pas faire sans en tant qu'acteur du numérique. On doit embrasser une partie des avantages que confère cette rupture technologique. Et même, on peut dire, on ne peut pas faire sans en société, parce qu'il y a plein d'usages qui sont très intéressants. Mais est-ce que ce combat, il n'est pas déjà perdu ? On aurait dû se dire mondialement, il n'y a pas vraiment de gouvernance mondiale, mais voilà à quoi on destine l'IA, voilà dans quel secteur on va la développer, et voilà dans quel secteur on va l'interdire. Mais les grands décideurs, ceux qui sont notamment là pour créer de la richesse économique avant tout, feront des choix assez évidents. Mais nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer les conditions pour qu'on soit identifié comme un acteur de référence pour définir les bons cadres d'usage de l'intelligence artificielle générative, qui ne va pas détruire des emplois, qui ne va pas briser des vies, qui ne va pas dégénérer encore un peu plus les écosystèmes naturels, les dégrader. C'est pour ça qu'on a créé un conseil pour la nature, dont on parlera après. Et donc, progressivement, et dans cette stratégie qui vise à faire de Norcis une entreprise pérenne pour les bonnes raisons, avec un développement juste, soutenable, eh bien, de faire que nos clients, et peut-être demain de nouveaux clients, viennent nous chercher parce qu'ils sauront qu'avec nous, la mise en œuvre de ces intelligences artificielles génératives se fera pas au détriment du bien-être de leurs propres salariés, dans un cadre qui respecte l'éthique, qui respecte les droits privés, qui respecte la protection de l'individu, et puis qui se fait dans un cadre soutenable écologiquement, parce que de plus en plus de gens ont quand même bien compris qu'on risquait d'avoir des petits sujets. Si on prend les data centers, par exemple, qui nécessitent des ressources en eau considérables, je rappelle que l'été dernier, on a eu des centrales nucléaires à l'arrêt parce que les cours d'eau n'étaient plus suffisants ou trop chauds pour refroidir les moteurs. Je vous laisse imaginer, si on fout des milliards et des milliards de data centers dans ce pays, ce qui va se passer en termes de conflit d'accès à la ressource en eau. Honnêtement, je pense que ce ne sera pas tenable, mais même à 10 ans, je ne parle pas de 2050. Donc je pense que nous serons plus robustes en tant qu'entreprise économiquement dans le temps par cette stratégie-là. Alors, vous nous l'avez dit, la nature s'est invitée à la table du conseil d'administration de Norcis. C'est pas de la cosmétique. Alors, ça pourrait. On pourrait dire, tiens, on crée un siège d'une personne qui va représenter la nature. On va l'écouter poliment et faire tout l'inverse ensuite. Par les faits, je vais répondre à l'inverse. La personne qui représente la nature, qui s'appelle Franz Gault, au sein du conseil d'administration de Norcis, a un droit de vote équivalent au droit de vote de n'importe quel autre actionnaire de l'entreprise. Et on est allé un coup plus loin, c'est qu'on a dit, cette personnalité qui est Franz peut même utiliser un droit de veto. Et c'est la seule personne au sein du conseil d'administration qui a ce droit-là. Donc, je ne peux pas faire mieux. Il l'a déjà utilisé. Il n'a pas encore eu à l'utiliser parce qu'on a plutôt fait ça pour les bonnes raisons et on veut qu'il nous aide à progresser plutôt qu'à nous empêcher de faire des conneries.
Mais je ne peux pas répondre de façon plus forte par l'exemple Ça sur fait le combien fait de que ce temps n'est pas de la déjà cosmétique. La décision a été prise en novembre 2024, nous sommes en 2025, donc d'accord. voilà, il y a un peu moins, bientôt un an. Bientôt un an. Et Depuis, on a fait 2 conseils d'administration avec France. Bon, alors c'est peut-être un peu tôt pour répondre à la question, mais est-ce qu'on peut Enfin, vous dites qu'il faut qu'on soit rentable, évidemment. Est-ce que vous pourriez refuser une proposition de Monsieur Nature, en quelque sorte, au nom de la rentabilité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une question d'équilibre à et trouver. d'équilibre le plus permanent qui soit, c'est tout le principe du modèle perma. Alors, déjà, dans les premières discussions qu'on a eues en conseil, il a beaucoup été question de ressources, notamment de ressources en eau et de l'impact du numérique plus globalement au-delà des IA génératives là-dessus. Des efforts que l'on pouvait faire et développer pour davantage soutenir la préservation des ressources halieutiques en France et au-delà, de notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique sur des chaînes de valeur très distendues, avec des conditions de travail dans certains pays qui sont difficilement soutenables, y compris écologiquement, mais aussi humainement. Et donc, pour ce qui est de cet équilibre à trouver, France, qui représente la nature, et c'est pas le seul à représenter la nature au sein de l'entreprise, hein. Il y a d'autres personnalités dans d'autres organes de gouvernance qui ont d'autres sensibilités au vivant, donc on a aussi une diversité de représentation. Mais France nous dit, le vivant et la nature au sens large, c'est aussi l'être humain. Mon rôle n'est pas de couler Nord6, considérant que toute activité économique détruit le vivant, donc elle doit cesser. Bon, sinon, autant arrêter tout de suite. Lui, son rôle, c'est de créer les conditions pour que Nord6 permette à l'humain de continuer à s'épanouir, mais dans un cadre soutenable. C'est pour cette raison d'ailleurs que notre logiciel, pour continuer à utiliser ce terme, qui sert aux réflexions du Haut Conseil pour la nature, ce sont les 9 limites planétaires. C'est ce cadre-là qu'on essaie de tenir. Mais le but, c'est quand même de contribuer à ce que l'humain puisse vivre dans un cadre épanouissant. Pour qu'il soit épanouissant, évidemment, il faut préserver la nature. Est-ce qu'une perma-entreprise fait forcément un peu moins de bénéfices qu'une entreprise classique? J'aurais 2 réponses à ça. Je pense que si on s'était moins contraint humainement et écologiquement, Nord6 pourrait être 2 fois plus gros aujourd'hui, avoir 2 fois plus de chiffre d'affaires et jouer au concours de chiffres. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la rentabilité, parce que c'est ça qui permet de refinancer l'entreprise et de soutenir, au-delà de nos murs, des acteurs qui contribuent à un monde plus juste et plus soutenable. L'autre réponse, c'est que je crois de plus en plus que tout ce que l'on fait crée le modèle d'après. Et que d'après, c'est-à-dire un modèle plus résilient, plus robuste. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que l'année du Covid, par exemple, le secteur dans lequel nous sommes, les entreprises de services numériques, est en décroissance. Pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de détailler là. Cette année-là, nous, on fait de la croissance. Nous verrons dans les années qui viennent, avec le contexte qui va continuer à être tendu, avec l'instabilité institutionnelle, la difficulté à engager des investissements, où ça va nous mener. Mais moi, je suis convaincu que si on aurait pu être plus gros, on continuera à développer là où peut-être que d'autres vont devoir décroître. Alors, vous avez sur vous le petit label Bicorp. Vous êtes coprésident de Bilab France, qui représente le mouvement Bicorp dans notre pays. Un label qui est toujours plus exigeant. Et je vais vous citer, une entreprise qui se dit engagée doit être capable de démontrer des résultats concrets. A-t-elle une trajectoire climat crédible? Respecte-t-elle les droits humains? Le nouveau référentiel Bicorp, c'est une montée en gamme face aux enjeux de notre époque. Ce nouveau référentiel, qu'est-ce qui change? Alors, il change plusieurs choses, mais un changement majeur, c'est que désormais, nous aurons 7 grandes thématiques d'impact. Les droits humains, diversité et inclusion, climat, la circularité et la préservation des ressources, pour prendre des exemples, la gouvernance et la mission de l'entreprise aussi. Voilà, j'en ai cité 5, c'est déjà pas mal. Et ces thématiques-là vont désormais être observées parmi les entreprises candidates à la certification sur des points précis avec des figures imposées. Par le passé, depuis presque 20 ans maintenant que le mouvement existe, notre standard était de regarder sur une très grande exhaustivité de critères là où se situait la maturité des entreprises. Donc par exemple, quel est l'écart de salaire constaté entre le plus haut et le plus bas revenu dans l'organigramme, quelle est la part des achats responsables, etc. C'était très exhaustif. Maintenant, ce sera moins exhaustif parce qu'il y aura un tronc commun obligatoire sur lequel il faudra faire preuve d'une certaine maturité. Et il y aura des critères complémentaires. Alors qu'avant, on pouvait être mauvais sur un critère, et si on était
était meilleur dans je Voilà, simplifie un peu, caricature, mais en caricaturant, mais on oui, pouvait quand même avoir le label Bicorp, quoi. on pouvait avoir une stratégie climat très modeste, Ouais. être très très mature sur les droits humains et la qualité de vie au travail. Et si on arrivait à obtenir 80 points au global, Ouais. nonobstant le fait qu'il y avait des critères d'éligibilité en amont sur les types de secteurs d'activité dans lesquels on se trouve, etc. Voilà. Bien sûr. Désormais, il y aura des figures imposées, c'est-à-dire des sujets sur lesquels Ouais. on ne pourra plus faire sans. Et donc, par Mais- exemple, sur ouais. le climat, il faudra avoir bilan carbone et stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour être éligible à Bicorp. Vous craignez pas de décourager certaines entreprises? Alors, en fait, Parce voilà, on se dit, ok, le label Bicorp qui était déjà le plus exigeant, c'est quoi? Il faut qu'il soit encore plus exigeant, c'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est temps d'être plus exigeant que plus cohérent. Ouais. Plus cohérent au regard des enjeux. Quand on regarde les enquêtes de consommation auprès des Français ou des Européens, tiens, il y en a une assez large qui a été conduite par Bilab Europe l'an passé. Quand on regarde ce qui se dessine comme étant les plus fortes préoccupations des Français, qu'on voit régulièrement passer dans les médias, les droits humains, le partage de la richesse, Ouais. peut-être même la fiscalité, mais je ne veux pas rentrer dans des débats trop intenses en ce moment, Ouais. ou la lutte contre le dérèglement climatique apparaissent quand même très régulièrement comme des sujets de préoccupation importants. Je pense donc que ce qu'on offre surtout, c'est un outil pour permettre aux entreprises de préparer le modèle qui est attendu par ceux à qui ils s'adressent. Que ce soit des particuliers ou des entreprises qui vont acheter leurs produits et leurs services. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit tant plus exigeant que ça. Maintenant, est-ce qu'on va décourager des entreprises? Peut-être que certaines se diront la marche est un peu haute pour moi en l'état actuel de ma maturité. Mais on reste un mouvement qui est motivé par le fait de faire progresser les entreprises. Oui. Et à la limite, qu'elles aillent chercher la certification ou pas, Oui. déjà, on les aide à progresser. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais derrière ça, je me dis, bon, il faut que Bicorp reste finalement un label, comment je peux dire ça, pas trop diffusé. Est-ce que c'est aussi ça la démarche? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça reste, alors évidemment, le terme élite, c'est peut-être pas le meilleur, mais l'élite des entreprises engagées. Alors, ce qui est certain, c'est que le niveau d'ambition ne baisse pas avec ce qu'on est en train de se dire. Ouais. Ce que je veux éviter de laisser penser, c'est que ça devient inaccessible. Ce n'est pas le cas. D'accord. Et même si la marche est trop haute, de regarder ce qu'il y a dedans, de commencer à s'auditer, à s'auto-évaluer avec, parce que l'outil est gratuit en accès, allez-y, à mon avis, c'est une très bonne chose à faire, et au regard des nouveaux standards en particulier. Maintenant, parlons chiffres. Bicorp dans le monde, c'est à peu près 10 000 entreprises. En France, c'est 600 entreprises. Honnêtement, je pense qu'on a encore un nombre d'entreprises à aller chercher tellement important que si on ne décourage quelques-unes, c'est pas très grave. Ouais. On doit représenter un mouvement qui est l'incarnation autant que possible de ce que peut être une entreprise qui se met à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Mais tout cela ne vaut que si on reste performant économiquement. Et c'est ça qu'on cherche à prouver. Encore une fois. Est-ce que pour les entreprises déjà certifiées, ça signifie quand même potentiellement d'autres efforts à fournir pour rester dans les sans clous, doute, pour prendre Nord6, nous, on devra recertifier Nord6 en avril, je crois, 2026. Donc voilà, dans 6 mois. Donc je vais commencer à me mettre dessus très, très prochainement. Il y a des sujets sur lesquels je sais que nous étions moins matures que d'autres. Vous avez, par exemple, des choses sur la création, l'accès à l'emploi pour des publics issus de quartiers prioritaires, de milieux moins favorisés, etc. Et nous, dans le numérique, aujourd'hui, la réalité du secteur est que globalement, on emploie surtout des personnes qui ont des niveaux d'études élevés. Et donc, je ne vous fais pas un dessin sur le fait que ce sont des niveaux d'études qui sont moins accessibles pour des publics plus précaires. Donc, il y a sans doute des sujets sur lesquels il va falloir qu'on se secoue un petit peu plus, mais moi, je pense que c'est pour le meilleur. Peut-être que sur certains sujets, on aura des blocages. Maintenant, il y a aussi une certaine latitude qui est offerte. Le but, c'est de faire en sorte que les entreprises progressent d'une certification à une autre. Donc, si on répond aux exigences, c'est-à-dire de faire la preuve de nos efforts pour se mettre à la hauteur des attentes et qu'on progresse d'une certification à une autre, nous resterons éligibles. Allez, il nous reste un peu plus de 3 minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu du contexte géopolitique, économique, notamment la guerre commerciale mondiale allumée par Donald Trump, cet accord commercial qui a été signé par les États-Unis et l'Union européenne, qui a quand même provoqué pas mal de critiques. Il y a notamment 150 dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui appellent à, je cite, reconstruire les conditions de notre souveraineté en soutenant nos entreprises et le modèle européen. Vous faites partie avec le mouvement Impact France, vous avez signé... Oui, parce que je suis administrateur aussi du mouvement. Vous avez soutient beaucoup ces actions. Et vous avez signé donc logiquement cet appel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on a des conditions de mise sur le marché, par exemple, qui sont assez inéquitables. On pense qu'il faut mettre en place des fiscalités qui sont favorables à des entreprises qui font l'effort de maintenir leur offre sur le marché, de fabriquer en France, de préserver les milieux environnementaux. Parce que ce qu'il faut quand même essayer de rappeler aussi, c'est que toutes les conséquences négatives d'activités qui ne sont pas favorables à l'humain et à la planète ont un coût énorme pour la collectivité.
la dépollution des sols, des eaux. Il y a eu des études et des choses qui sont sorties sur la qualité de l'eau en France qui peuvent faire un peu froid dans le dos. Tout ça a un coût considérable pour la collectivité et au fond, ce sont les impôts qui le payent. Ouais. Donc nous, on pense qu'il faut créer les conditions pour que les entreprises en France et en Europe, quand on parle de marchés internationaux, qui ont des cadres réglementaires plus exigeants et aussi des conditions de mise sur le marché qui soient bénéfiques, favorables. Une vraie préférence européenne. Eh bien, pourquoi pas, sur la fiscalité notamment. On pourrait parler de TVA verte, de choses sur la circularité. Mieux protéger les entreprises françaises et européennes en créant des conditions d'accès au marché qui seront défavorables pour des metteurs sur le marché issus d'autres régions du monde qui ne mettent pas en place des réglementations qui sont à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Mais on voit bien que le bras de fer, il continue. Donald Trump, il veut la peau des réglementations européennes en matière numérique pour protéger les géants américains. Donc, j'espère que l'Europe ne cédera pas. Est-ce que cette réglementation, vous la vivez comme un atout ? Laquelle de réglementation, pardon ? Le Digital Services Act, des domaines comme celui-là. Ça doit avant tout protéger les entreprises européennes pour opérer sur le marché européen, en l'occurrence, et créer les conditions pour que ce qu'on appelle des champions français ou européens, par exemple de l'intelligence artificielle ou des services numériques, puissent enfin émerger. Historiquement, les flux de capitaux qui vont sur ces entreprises sont moins importants qu'aux US. Donc c'est ce qui a aussi fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où il y a une hégémonie des acteurs américains sur le marché européen pour les services numériques. Créer ces conditions. Moi, je pense que oui, il faut le voir comme un avantage. Le problème que l'on a, c'est qu'il y a une période de transition à opérer avec des investissements dont les retours sur investissement ne seront pas immédiats, parce que vous êtes pour une entreprise... respecter cette réglementation, il y a des investissements à faire. Demain, vous voulez que les entreprises quittent un géant américain pour un géant européen du numérique sur ses services, ça va demander des conduites du changement un peu lourdes. Donc, pendant 2-3 ans, il va falloir que les investisseurs acceptent aussi d'attendre un petit peu. Ça, c'est pas forcément évident, surtout dans le contexte économique. Mais oui, évidemment, il faut le voir comme l'avantage surtout du futur. Dans 5 à 10 ans, ce sera bénéfique à tout le monde sur le marché européen et à tout le monde sur le marché français. Merci beaucoup Thomas Brezard avec plaisir. Et bon vent à Nord6, à bientôt sur ce plateau dans le rôle de l'animateur. Merci Thomas. Et donc à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Laurent Sallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président et cofondateur de Santafou, créé en 2021 avec Bruno Lagrèze et Wassim Bassil. Et avec quelle idée ? C'est quoi l'idée de départ ? Santafou répond à 2 problématiques essentielles. La première, aujourd'hui, c'est une aberration la plus totale. On se rend compte que c'est plus facile et plus rapide d'accéder à n'importe quel gadget, utile ou inutile, du bout du monde, qu'une bonne tomate, par exemple, issus de nos régions. Ça, c'est la première problématique et Santafou répond à cette problématique. La deuxième, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à consommer comme nous l'avons fait sur les 50 dernières années, que ce soit au niveau de la santé, avec des produits ultra transformés, que ce soit au niveau écologique, où un aliment parcourt en moyenne 3000 km entre le producteur et le consommateur. Et au niveau économique, n'en parlons pas. Donc, c'est quoi ? C'est une plateforme qui met en relation les agriculteurs et les consommateurs, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, c'est une app qui vous permet de faire toutes vos courses du quotidien et de vous faire livrer le jour même ou le lendemain. En un clic, vous accédez aux meilleurs produits les plus proches de chez vous. Et c'est une application donc, pour vous aider à mieux consommer en vous facilitant l'accès à des produits de qualité. Comment, au niveau des prix, de l'offre, comment vous faites la différence avec la grande distribution, avec les grandes enseignes ? Alors, comment est-ce qu'on fait la différence ? Déjà, on fait la différence au niveau du produit. Au niveau du produit, puisque ce que j'expliquais, c'est qu'on va chercher les meilleurs produits les plus proches de chez soi. Donc, sur Santafou, vous allez trouver des produits responsables et des produits de qualité. Donc, produits dans une... Vous êtes basé à Marseille, c'est ça ? On est basé à Marseille. Donc, dans un rayon de 100 km, 50 km autour de Marseille, c'est quoi le principe ? Exactement, c'est que la majorité, par exemple, des produits, aujourd'hui 60% des produits viennent de la région PACA. D'accord. Après, on va retrouver des produits français, et après, on va également retrouver des produits étrangers, parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas aujourd'hui en France. Mais l'idée, c'est déjà de ramener du bon sens sur l'offre que l'on va proposer. Oui, effectivement. Et donc, vous réussissez à tenir des prix intéressants, ou est-ce que vous êtes forcément plus cher que les grandes enseignes ? En moyenne, on est quand même un peu plus cher que les enseignes, puisqu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de produire en France que la production dans d'autres pays. Mais l'objectif également, c'est qu'on essaye de raccourcir le nombre d'intermédiaires pour
pour être en direct avec le producteur, pour du coup être capable de lui apporter à la fois une juste rémunération et à la fois un prix acceptable pour le consommateur. Alors là, je me plaçais du côté du consommateur, mais évidemment, il y a dans le modèle de Santafou, il y a le côté agriculteur. Tout à fait. Déjà, comment vous travaillez avec eux, comment vous les choisissez, et qu'est-ce que ça change à leur rémunération? Alors déjà, comment est-ce qu'on les choisit? C'est-à-dire que selon les produits, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a en local, comme agriculteur, qu'est-ce qu'on a, si on ne l'a pas en local, on va essayer de voir au niveau régional. Et après, on a toute une grille de critères d'analyse, bien entendu le goût. La première des choses, c'est quand même le goût. Le deuxième, c'est le prix, on en parlait, qui est quand même important. Et après, on va regarder au niveau de la santé, donc on va s'intéresser également au mode de production, donc au mode d'agriculture, au mode de pêche, pour pouvoir faire notre sélection. Et leur rémunération, elle est forcément plus élevée que s'ils ont un contrat classique grande distribution? Alors, je dirais qu'elle est plus élevée, je pense, de façon générale. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, avec certains agriculteurs avec qui on travaille, c'est eux qui vont fixer le prix. D'accord. L'objectif, nous aussi, c'est vraiment la traçabilité. Je crois que c'est super important aujourd'hui. C'est de savoir, à un moment donné, quand vous consommez une tomate, de savoir qui est le producteur, comment est-ce qu'il a produit, quelle est son histoire, quelle est l'histoire finalement de cette tomate ou de ce produit. Et c'est ça également, finalement, qui met, au-delà de l'aspect économique, qui met en avant le producteur, et puisque c'est lui aujourd'hui qui... Et le mode de livraison, tiens, comment vous livrez? Alors le mode de livraison, donc Santafou, vous l'avez bien compris, l'objectif c'est de vous proposer des produits responsables et de qualité, donc nous aussi, on se doit d'être responsable. Et donc aujourd'hui, on va vous livrer qu'avec des moyens de locomotion 100% électriques. Ok, donc ça c'est un choix assez simple. Ça veut dire que vous avez évalué votre bilan carbone, il y a une sorte de score carbone des produits et de la livraison? Alors pas encore, mais par contre, on essaye de mettre en place les moyens pour réduire notre émission de CO2 de façon la plus importante. Et dernier mot, il nous reste 10 secondes. Vous êtes à Marseille pour l'instant, vous pourriez dupliquer le modèle ailleurs? Bien entendu. Ça fait partie des projets? Bien entendu, ça fait partie des projets. On a fait une levée en crowdfunding, donc puisqu'on voulait intégrer toutes les parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, ces fameux agriculteurs, que ce soit nos clients. Donc aujourd'hui, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va venir proposer le service dans d'autres villes de la région PACA, pour ensuite, en 2027, être capable de venir vous proposer ici à Paris ce service. Espérons-le. Merci beaucoup et bon vent à votre plateforme Santafou. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à tous et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain.